Bonjour, bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. Tech Fest, c'est le premier événement innovation et tech des territoires, un festival qui se déroulera à Grenoble les 1er et 2 février 2024. Cette semaine, pour tenter de répondre à la question comment raccourcir le délai entre recherche et marché, je reçois Yacine Laknech. Bonjour, vous êtes le président de l'université Grenoble-Alpes. Et à côté de vous, Pierre Crespi, vous êtes directeur de l'innovation chez Air Liquide. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Si elle joue un rôle central dans la croissance, si elle contribue à répondre aux grands enjeux de transition, si elle améliore la santé de tous, l'innovation n'est rien sans la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée. Pour maximiser l'impact des découvertes scientifiques, comment raccourcir le délai entre recherche et marché? Avec quels acteurs? Comment valoriser les résultats de la recherche? Voici quelques-unes des questions qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui avec mes invités. Encore une fois, merci d'être avec moi aujourd'hui. Pour commencer, peut-être, Yacine, je vous replonge dans votre fonction de professeur. Un rappel rapidement, la différence entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Merci pour cette invitation. Donc, la différence entre recherche fondamentale et recherche appliquée, c'est quelque chose qu'on pourrait définir à travers, comme vous dites, la distance par rapport au marché. D'accord. On parle souvent de la maturité technologique des solutions. Ceci étant, on peut faire de la recherche fondamentale qui s'avère très proche du marché, ou au contraire, on peut faire de la recherche qu'on pense très appliquée et que finalement pour lesquelles on ne trouve pas des applications immédiates. Ce qui est important, c'est d'avoir une recherche foisonnante. C'est d'écouter la société, d'écouter les entreprises et de faire de la recherche qui fait sens, qu'elle soit fondamentale ou appliquée. Donc chez Air Liquide et dans les entreprises, vous faites plutôt de la recherche appliquée, mais du coup, si on se fie à la réponse de Yacine, vous faites de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Les deux se nourrissent l'une de l'autre, la recherche et l'industrie. Si Air Liquide, il y a 60 ans, décide d'implanter à Sassenage sa filiale sur les très basses températures, c'est parce qu'il y a 2 labos de renommée mondiale à Grenoble, qui sont le CEA et le CNRS dans ce domaine-là. Donc fatalement, c'est dans notre ADN, évidemment, d'avoir des relations en permanence avec la recherche. Et alors, à l'université, comment ça se passe comment on décide de chercher dans tel domaine ou dans tel domaine, de choisir une filière ou une autre pour la recherche? Alors, donc la question, je la déclinerai sur différents niveaux. Tout d'abord, ce qui est extrêmement important, c'est de garantir, de s'assurer qu'il y a une recherche libre, foisonnante. Parce qu'il suffit de prendre l'exemple de la Covid. Les vaccins qui ont été trouvés, en particulier l'université Oxford qui a été très impliquée, c'est des recherches qui étaient considérées très fondamentales, d'ailleurs qui étaient entre autres financées par un programme européen qui est de la recherche fondamentale, de la recherche très risquée. Donc il faut être très ouvert par rapport à ça, il faut faire de la recherche, mais en même temps, et c'est le propre de l'université, c'est-à-dire de travailler à la fois court terme, moyen terme et long terme, d'écouter les besoins de la société, les besoins des entreprises et de pouvoir répondre par rapport à ça. Si on répondait, si on prenait qu'à une dimension, imaginons qu'on prenait la stratégie de nous répondre aux besoins des entreprises immédiates. Je pense que ce n'est pas bon pour la société, ce n'est pas bon pour les entreprises parce qu'effectivement, il faut qu'on anticipe les problèmes dans 10 ans, 15 ans, 20 ans pour commencer à les travailler, pour pouvoir y répondre. Et inversement, si on faisait que de la recherche sans écouter les besoins, c'est pas optimal non plus. Donc un chercheur on lui dit jamais non en fait, un chercheur quand il dit j'aimerais aller de ce côté-là ou à l'inverse Pas pour des questions d'éthique, des questions de déontologie, il ne faut pas dire non, il faut encourager. Après, ça ne veut pas dire que l'université n'a pas des axes de programmes de recherche qu'elle appuie plus particulièrement, mais en tout cas, il ne faut pas empêcher de faire de la recherche. Dans les entreprises, ou en tout cas chez Air Liquide, ça se passe comment là, les domaines dans lesquels vous allez chercher? Alors, j'imagine que vous ne faites pas de la recherche agroalimentaire chez Air Liquide, mais comment on choisit de pousser la recherche dans un domaine plus qu'un autre? Nous, on est une entreprise, donc ça veut dire qu'on a des clients. Donc des clients qui parfois nous posent des challenges assez complexes. On dit oula, là on ne va pas y arriver. Si on va tomber sur des problématiques de recherche et il faut qu'on discute avec les chercheurs. Je vous donne juste un exemple. Il y a une petite vingtaine d'années, l'Agence spatiale européenne veut lancer de nouveaux satellites d'observation de la Terre. Pour étudier le climat, tout ça, qui vont travailler donc dans l'infrarouge. Il faut refroidir les caméras à des températures extrêmement basses.
Bon, ben là, on est parti, on est allé voir le CEA, en fait, à Grenoble, pour développer avec eux une nouvelle machine qui n'existait pas. Et aujourd'hui, on va équiper 12 satellites grâce à cette recherche. Alors évidemment, ça a été très long, Ouais. parce que entre le premier coup de Donc fil là, c'est et- le besoin du client qui a drivé, oui. qui vous a poussé, mais j'imagine que dans d'autres cas, ça peut être l'inverse. C'est vous qui allez voir le client en lui disant là-dessus, on innove, on a une solution qui pourrait t'intéresser. Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'on fait de la prospective et on regarde quels sont les besoins du futur. Voilà, on en voit beaucoup dans la transition énergétique aujourd'hui, ça c'est clair. Et donc, en fonction de ce qu'on découvre comme besoin qui reste à satisfaire, on va essayer de commencer à évaluer quelles solutions on pourrait mettre en place. Et si cette solution implique des domaines dans lesquels on n'est pas familier, voire même pas du tout, à ce moment-là, on va voir les laboratoires. Alors, Et c'est là que le lien peut se faire. c'est là que le lien se fait. Si vous permettez de vous donner 3 exemples pour illustrer un petit peu ça et en même temps pour faire un petit peu de la promotion de la recherche grenobloise. Je vais prendre 3 exemples. Le premier exemple, c'est prenez l'Airbus. La partie critique du Airbus, donc il est critique dans le sens de la sécurité, est développée en utilisant des outils qui sont développés dans un laboratoire grenoblois de l'université et du CNRS. Et c'est partie de recherche très fondamentale. Et en fait, il s'est trouvé que c'est lieu à ces outils-là. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui a été très important pour la compétitivité. Donc si on vole en de sécurité Airbus, aujourd'hui, c'est absolument. un peu grâce à Grenoble. Absolument. Un autre exemple, si vous prenez les circuits, prenez beaucoup d'autres logiciels, etc., pour garantir que fonctionne correctement, c'est basé sur une technique qui a été développée, qui a été inventée à Grenoble, ce qu'on appelle le model checking. C'est pareil, c'est une recherche qui était considérée très fondamentale au moment où elle était conduite, mais aujourd'hui, elle a un impact très important par rapport à ça. Troisième exemple, dans l'aéronautique, il y a le logiciel CATIA, qui est très connu. Ça a été développé dans un laboratoire. C'est un logiciel qui sert à quoi? Qui sert à déployer des applications, des logiciels à développer. Quelque chose qui a été développé dans un laboratoire commun entre une entreprise et un laboratoire. Et au fait, à Grenoble, on a parmi les premiers laboratoires communs publics-privés, universités et organismes de recherche et entreprises, Bulimag, CATIA, etc. Donc il y a aussi une histoire de collaboration très ancrée à Grenoble. À Grenoble, comme dans les autres universités. Est-ce qu'on peut quand même dire que c'est la recherche publique qui détermine à moyen ou à long terme la compétitivité des entreprises? Moi, je pense que, en tout cas, en France, très certainement, très largement. Université, j'ai inclus les organismes nationaux de recherche. On va dire la recherche publique, c'est ce que vous avez dit exactement. Absolument. Donc ça, c'est en termes de anticipation des problèmes, de solutions, c'est très important. Détermine, je l'entends dans le sens où si on déconnectait complètement cette recherche-là, ou si on imaginait qu'elle n'existait pas, je pense que la compétitivité, moins ça d'entreprises marcherait compétitives. Et un autre argument que tu viens par rapport à ça, c'est que la formation que nous faisons à l'université, qui est différente d'un centre de formation, que nos formations sont des formations adossées à la recherche. Donc, ils sont nourris par rapport à ça. Et donc, le fait ce qu'on diffuse, notre recherche, n'est pas uniquement par la recherche ou par l'innovation, c'est aussi par la formation. Oui, votre but premier reste quand même de former les citoyens de demain. Alors, pas le premier. Pas le but premier. Ils sont en même temps, que ce soit recherche, formation ou innovation. Ce sont 3 missions au même niveau. Et alors, vous estimez que la recherche publique détermine la Dans certains cas, oui. Les grands programmes scientifiques ont tiré nos compétences vers le haut, ça c'est clair. Je vous donne juste un exemple. On parle d'ITER, vous savez, ce réacteur expérimental qui est installé à Cadarache. Bon. Donc, pour faire de la très haute température, il faut d'abord faire de la très basse température, ça c'est notre métier. Donc on s'est mis à faire des équipements pour aller à très basse température, très puissants. Mais il se trouve que les technologies qu'on a utilisées pour ça nous servent à liquéfier de l'hélium au Qatar. Voilà. Parce qu'il y a de l'hélium dans le gaz naturel, et donc on peut le liquéfier et le récupérer. Si on n'avait pas eu ces programmes qui nous ont tirés vers le haut... Ce programme de recherche publique. La recherche publique, alors on n'a pas participé à la recherche, on n'est pas physicien. Oui, mais par contre, on a fourni aux physiciens des équipements qui leur permettent après de faire leur recherche. Et ça nous tire vers le haut à chaque fois. On parlait des objectifs de l'université. Le transfert de technologie, c'est un des objectifs de l'université aussi? C'est un des objectifs, c'est une des missions de l'université. Alors, transfert et valorisation, pas uniquement technologique, mais aussi sociétal.
mais bien sûr l'aspect technologique est très important. C'est dans nos missions, comme la recherche, comme la formation. Nous travaillons quand il y a des résultats. On travaille sur la détection d'inventions, quand il y a des inventions qui sont détectées, à leur prématuration, leur maturation, Et alors, voilà, et le transfert. on est voilà. finalement dans l'objectif un peu de cette table ronde. Ouais. Comment on fait pour accélérer ce transfert aujourd'hui? Est-ce que d'abord, les délais actuels sont satisfaisants? Est-ce qu'on peut encore les raccourcir? Ce qui est important, c'est d'avoir une démarche ouverte d'innovation. C'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème autour de nous, pas forcément qu'à Grenoble, mais beaucoup à Grenoble. Donc, en permanence, il faut monter des consortiums dans lesquels il y a des scientifiques qui vont nous permettre justement d'aborder ces problématiques un peu challenging là, que nous ont posées nos clients. Et ça permet... Alors, les sujets sur lesquels on est sont longs. Je ne sais pas si la recherche fait raccourcir, mais en tout cas, sans la recherche, on ne les aurait pas fait. Donc c'est une question de 0 ou 1. Ouais. Quoi. Donc, voilà. Donc on est bien content d'avoir tout ce microcosme autour de nous. Pour raccourcir ce délai, alors à Grenoble, on est peut-être bien placé, mais la clé, c'est peut-être la collaboration privée-publique, c'est de mettre en place ou de trouver des conditions pour que cette collaboration puisse se faire dans de bonnes conditions. C'est une des pistes peut-être? Absolument. Alors la question que vous posez, elle est extrêmement question du jour et très importante, puisque l'État a lancé ce qu'il a appelé les pôles universitaires d'innovation, exactement PUI, dans oui. ce sens-là, les PUI. Il se trouve que Grenoble, à travers l'université, avec tous les organismes, avec les entreprises, nous avons eu un projet qui a été très remarqué par le jury, pour lequel on a un financement important. Et l'objectif, c'est exactement cela, c'est un impact plus important. Moi, je pense qu'il faut réfléchir vraiment en termes d'impact, un impact très important auprès des filières industrielles et économiques par rapport à ça. Donc, pour raccourcir ces temps-là, il faut aligner les stratégies, il faut aligner les ressources et surtout être dans une logique, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Pierre, une logique où peu importe à quelle porte on tape, l'entreprise elle a un besoin, l'écosystème arrive, s'organise pour apporter une réponse par rapport à ça. Aux besoins, c'est très important, c'est quelque chose de très important. Et ce qui est important aussi pour accélérer tout le processus, depuis l'idéation Oui. jusqu'au service après-vente, on va dire, il faut bien effectivement fédérer les acteurs. Nous, par exemple, sur notre site, on est capable d'aller de la R&D, qu'on va faire avec les chercheurs, à la conception, la fabrication, les essais. Et après, on va installer sur site et puis on va assurer ensuite le service après-vente. Le fait de pouvoir maîtriser toute cette chaîne, c'est pas juste pour maîtriser, c'est parce qu'effectivement, les interfaces sont fluides et ça va très vite. Ça va plus vite que si on C'est aussi des questions d'habitude finalement. Vous avez l'habitude, vous avez parlé vous êtes revenu sur l'histoire d'Air Liquide à côté de Grenoble, à Sassenage. Vous êtes venu en raison du CEA et du CNRS. L'histoire aussi fait que c'est plus facile de travailler ensemble quand on se connaît bien. Ah ben ça c'est oui. Ça Alors pose parfois c'est pas ça, là il se trouve qu'avec Grenoble c'est bon, on a la même culture. Quand on travaille avec un laboratoire chinois, c'est une autre culture, mais c'est des chercheurs. En fait, vous vous rendez compte qu'à la fin on fonctionne tous un peu de la même façon. L'interface est différente. Un nouvel acteur qui arriverait sur le territoire là, il peut s'appuyer sur votre expérience à vous pour aller plus vite que s'il était tout seul au fin fond. Alors je citerai aucun département pour vexer personne. Mais... Souvent des acteurs par exemple des startups. Là récemment, on a fait voler pour la première fois au monde un petit avion à hydrogène liquide pour essayer de voir si on peut un jour avoir des avions commerciaux qui volent à l'hydrogène. Bon, on a fait ça avec une start-up allemande, donc culture différente, tout ça. Ensuite, le gap culturel, c'était pas tellement France-Allemagne, c'était plutôt grosse entreprise versus petite PME. Bon, on s'est mis en consortium et voilà, en moins de 4 ans, from scratch, on a sorti un avion qui a volé au mois de septembre dernier, une première mondiale. Voilà, donc ça c'est un bon exemple. Et il faut être capable de travailler ces startups, il faut être capable de travailler avec des chercheurs qui vont travailler différemment, ou travailler avec des gens comme nous, d'ailleurs, de grands groupes par grands groupes. Et souvent d'ailleurs, dans les projets, on retrouve différents acteurs. Peut-être pour compléter la réponse, je pense que ce qui est important, c'est la confiance au sein de l'écosystème entre les acteurs, la confiance que peut apporter quelqu'un de l'extérieur parce qu'il voit qu'un écosystème qui marche. Et je dirais qu'un atout important pour Grenoble, c'est la densité de l'écosystème. C'est-à-dire que dans un espace, un territoire très réduit, on trouve une intensité de recherche fondamentale, technologique, appliquée, privée, publique, qui est très importante. Et du coup, on a des chemins entre les acteurs qui sont très réduits. Paris, dans l'absolu, il y a plus de choses, mais c'est beaucoup plus diffus, c'est plus compliqué. À Grenoble, c'est beaucoup plus facile. C'est facile. Pierre évoquait les liens entre son groupe et les startups. Quand on est une
une jeune entreprise, une start-up, est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que ça se fait facilement d'aller frapper à la porte de l'université en disant moi j'ai cette idée-là, j'ai besoin d'aide peut-être pour aller un peu plus vite, encore une fois on est sur ces délais. On peut venir frapper à la porte de l'université quand on est tout petit. Un, est-ce qu'on peut? Et deux, est-ce que ça se fait? Alors, ça peut, ça se fait. J'irai même plus loin pour vous donner quelques chiffres. 166 startups issues des laboratoires de l'université, 10 000 emplois. Et ces startups, elles ont des projets, des contrats de collaboration avec les laboratoires parce qu'on est là aussi pour les soutenir, aussi pour qu'elles se renouvellent, elles se ressourcent et qu'elles puissent rester compétitives. En plus, et donc là, c'est des startups qui viennent vous voir ou c'est des startups qui sont, qui sont finalement nées de la rencontre de chercheurs sur l'université et qui créent leur startup en fin d'études Il y a les deux. Il y a beaucoup de startups qui sont issues des laboratoires de l'université. Il y a beaucoup de startups qui viennent nous voir parce que voilà, elles savent que dans ce laboratoire, il y a des recherches sur ce domaine-là, elles ont des besoins et on essaie de les accompagner. Bien sûr que la question se pose différemment par rapport à un grand groupe parce que la startup n'a pas la même puissance financière, la même organisation, mais pour ça, il y a des dispositifs régionaux, étatiques et aussi à l'université pour les accompagner par rapport à ça. Dans un grand groupe, on est aussi intéressé par les startups parce qu'elles vont aller beaucoup plus vite que nous pour explorer des voies qui sont peut-être des fois des impasses. Mais donc, par exemple, au niveau du groupe Air Liquide, pas forcément que le SASNAGE, on a des fonds, on investit dans des startups en mise. Alors évidemment, vous avez un incubateur aussi, je crois. Oui, qui est en région parisienne. Et donc, on mise, alors évidemment, dans notre domaine, c'est clair. Alors parfois, ça marche, parfois, on va peut-être même racheter la startup. Tous les cas sont possibles. Mais c'est important d'avoir cette capacité à miser sur des startups, parce que nous, évidemment, on est quand même forcément beaucoup plus lourd et plus rigide. Ouais. Donc, pour raccourcir les délais, je résume, il y a ce dialogue, il y a cette connaissance entre les acteurs, il y a la densité. Si on regarde un peu la France par rapport aux autres pays européens ou à l'international, vous diriez que la France est bonne élève, un peu en retard, un peu en avance? La French Tech, enfin, champion du monde de la création de start-up. Alors après, c'est vrai qu'en Europe, le problème, c'est plus d'en faire des licornes après. Mais sinon, il y a une facilité en France à créer une start-up, c'est assez incroyable. Et même des gens de chez nous sont partis créer des start-up, qui sont, même dans la région grenobloise, qui sont devenus des petites licornes, des start-up avec maintenant 100, 150 personnes, des anciens de chez nous. Donc on en est très fiers. Certains, on les a supportés, on les a aidés quand ils sont partis. Voilà, donc ça c'est vrai qu'en France c'est assez facile. En Europe, globalement, c'est vrai qu'on n'a pas un Elon Musk, on n'a pas un Google, on a peut-être un problème, un plafond de verre un peu plus haut. Pour passer à l'étape de start-up à scale-up et puis après à il y a quand même des belles réussites. Quand vous rencontrez des présidents d'université d'Angleterre, des États-Unis, ils vous regardent avec envie sur le fonctionnement français ou c'est vous qui les regardez un peu avec envie ou finalement on n'a pas à rougir de ce qui se passe ailleurs. Je pense que c'est plutôt Grenoble et l'écosystème est très bien placé et très regardé. Quelque chose de très intéressant. Après, il y a des contextes très différents. On n'a pas un problème pour Grenoble, c'est la puissance financière. On n'est pas une place financière. Donc en termes d'investissement, on doit peut-être faire plus d'efforts qu'à Boston. Alors, vous avez évoqué la question du financement. Peut-être pour terminer, et ce n'est pas un point qui n'est pas important, je voulais qu'on voit les ressources humaines. Finalement, la clé de la recherche, de l'innovation, ça reste les femmes et les hommes de vos entreprises ou de l'université. Aujourd'hui, la recherche, c'est une filière qui attire. C'est facile de dire à vos étudiants, ne partez pas tout de suite en entreprise, restez chez nous pour chercher, et puis après vous irez peut-être en entreprise. C'est facile de dire ça à un étudiant? Alors je vais commencer par cette dernière remarque. On ne cherche pas à dire à nos étudiants de ne pas partir en entreprise aussi à l'université, parce que je pense que c'est dans notre rôle aussi qu'ils partent à l'entreprise. Maintenant, pour répondre sur le fond sur votre question, non, il y a un sujet d'attractivité pour la recherche très important. C'est-à-dire qu'on est en compétition mondiale pour une université comme l'UGA. On n'est pas, par rapport à ça. Je pense qu'il y a il y a des études, et on les a bien regardées, plusieurs déterminants pour que les gens choisissent où faire leur recherche. Il y a des déterminants salaires, etc. Et après, les déterminants du contexte scientifique, la recherche scientifique. Et là, on a des très bons atouts. C'est pour ça qu'on arrive à attirer. Mais bien sûr, à un moment donné, pour attirer quelqu'un qui a un prix Nobel, on n'a pas les mêmes moyens que Caltech ou une autre université. Donc c'est un sujet.
De toute manière, la carrière des anciens chercheurs et des chercheurs et son attractivité est un sujet. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Et surtout que si on regarde la démographie, c'est qu'à partir de 2028-2029, pendant quelques années, il va y avoir un départ massif de chercheurs et d'anciens chercheurs à la retraite. Et donc si on n'attire pas des doctorants pour les former, on aura de problèmes. Or, le nombre de doctorants en France est en baisse. Donc déjà, c'est un vrai sujet. Vous regardez déjà à la fin de la décennie. En entreprise, c'est plus facile je caricature, mais c'est plus facile de recruter un technicien qu'un chercheur ou pas? Alors, je ne vais pas généraliser pour toutes les entreprises, mais si je regarde dans notre exemple, alors, on embauche des doctorants aussi. Alors, effectivement, si le nombre de doctorants baisse, forcément, on en embauche moins. Si vous regardez le site de Sassenage, on était 400 en 2013, on est 1400 aujourd'hui. Donc, on est arrivé, peu ou prou, à attirer les talents. Tout simplement parce que, alors c'est pas uniquement parce qu'on serait une grande entreprise, tout ça, c'est que les jeunes maintenant ils cherchent beaucoup du sens à ce qu'ils font. Et quand 60 à 70% de leur chiffre d'affaires, toute cette croissance qu'on a depuis 10 ans, c'est sur la transition énergétique, vous n'avez aucun mal à attirer les jeunes en fait. Donc, que ce soit des chercheurs ou des techniciens. Des chercheurs ou techniciens ou des ingénieurs. On embauche beaucoup plus d'ingénieurs effectivement que de chercheurs, ou des techniciens aussi, hein, parce qu'il faut assurer la fabrication. Donc c'est pas uniquement l'école blanc qu'on recrute, hein, c'est aussi l'école bleue. Et ça c'est aujourd'hui presque un goulot d'étranglement, hein, plus le col bleu que le col blanc. Merci beaucoup Yacine, merci beaucoup Pierre. Nous venons de débuter une conversation qui, j'en suis sûr, se poursuivra sur Tech Fest avec l'Université Grenoble-Alpes, avec Air Liquide, avec aussi beaucoup d'autres acteurs de l'innovation du territoire français. Rendez-vous donc les 1er et 2 février à Grenoble pour Tech Fest. Encore une fois, merci à vous d'être venus sur le plateau de Tech Fest et merci à vous de nous avoir suivis.